Pendant longtemps, la recherche sur les gouverneurs du royaume de Mari du temps de Zimrilim a été biaisée de deux manières. D'abord, par l'attention excessive qui a été donnée au mot Khaltsum, qui désigne un district ou une province. Chaque fois qu'un individu écrivait au roi « le Khaltsum va bien », on avait tendance à le considérer comme un gouverneur, et du coup, on en avait beaucoup. Le royaume était divisé en 4 districts principaux, ceux de Mari, de Terka et de Sagaratum en remontant l'Euphrate, ainsi que celui de Katunan le long du Khabour, principal affluent de rive gauche de l'Euphrate. Rappelons que sous Zimrilim, la ville de Toutoul et sa région ne faisaient pas partie du royaume, contrairement à ce qui était le cas sous Yardunlim. Et la région du Souchoum, le long de l'Euphrate, en aval de Mari, placée sous la direction de Meptoum, avait un statut particulier. Deuxième problème, le titre même de gouverneur, Chapitum. Ce mot acadien a en effet été rapproché très tôt de l'hébreu shofet, que l'on traduit traditionnellement par juge. Si vous regardez les deux grands dictionnaires acadiens, vous verrez dans celui de von Zoden le mot chapitum traduit par juge. Richter. Et dès 1971, Angel Martzal avait écrit une étude qui concluait qu'à Mari, le chapitum était un gouverneur, et Jonathan Safran confirma cette vue en 1979. Le dictionnaire de Chicago, le CAD, avait donné dans certains extraits la traduction juge, judge, mais heureusement, le volume Chine 1 qui est paru en 1989 donne la traduction juste de gouverneur. Et la synthèse la plus complète a été publiée par Brigitte Lyon en 2001. J'ai décidé de vous présenter un portrait, je dirais, classique des 4 gouverneurs les mieux connus, à savoir Bardilim pour Mari, Kibridagan pour Terka, Yakimadou pour Sagaratum et Zakira Hamou pour Katunan. Alors vous pourriez vous dire, il aurait pu avoir un peu plus d'imagination. En fait, il y a une raison pour cela, c'est que, comme pour bien d'autres éléments, les premières années du règne de Zimrilim forment un écheveau très difficile à démêler du point de vue à la fois chronologique et prosopographique. Et donc, si j'avais voulu m'embarquer là-dedans, ça devenait très technique et beaucoup plus incertain. De sorte qu'avec ces 4 gouverneurs, nous sommes pour l'essentiel dans les 2 derniers tiers du règne de Zimrilim sur un terrain beaucoup plus sûr. Les 4 premières lettres de Bardilim, le gouverneur de Mari, ont été publiées par l'abbé Charles-François Jean dans ARM 2, les copies en 1941 et l'édition en 1950. L'essentiel de sa correspondance a fait l'objet du 2e travail de Jean-Robert Cuper, avec les copies en 1953, puis l'édition des 80 lettres dans ARM 6 en 1954, le tout étant accompagné d'un article dans le bulletin de l'Académie royale de Belgique. Au total, on a seulement 81 lettres, ce qui n'est pas un chiffre bien élevé, mais qui s'explique aisément. Bardilim avait besoin d'écrire au roi seulement lorsque celui-ci était absent de sa capitale. Le statut de Bardilim n'a pas été immédiatement évident. Cuper l'avait décrit comme préfet du palais de Mari, ce qui ne correspond à aucun titre antique. Georges Dassin lui avait signalé qu'un inédit attribuait à Bardilim le titre de chapitum. Le texte est paru en 1993 comme ARM 27-151, mais il est vrai qu'en 1954, la nature exacte de ce titre n'était pas encore claire. Décrire Bardilim comme préfet du palais de Mari ne correspond pas vraiment à la réalité pour une autre raison, c'est que, contrairement à Mukanichum, Bardilim travaillait manifestement à l'extérieur du palais.
Nous ne possédons pas d'empreinte de sceau de Bardilim. De son épouse, nous ne connaissons que le nom. Elle s'appelait Inibchounou, ce qui est assez fâcheux parce qu'il y a plusieurs homonymes, une prêtresse ainsi qu'une épouse secondaire de Zimrilim. En tant que gouverneur, Bardilim était notamment responsable du bon état du réseau des canaux. Et de nombreuses lettres témoignent de ce souci, comme celle-ci. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Bardilim, ton serviteur, le canal à flanc de coteau du côté du wadi de Der, que le wadi a coupé, je l'ai fait réparer par entassement de terre. Il est restauré. Le jour où j'envoie cette tablette de moi chez Monseigneur, j'ai refait passer les eaux pour Der. Tant que je n'y étais pas arrivé, je n'ai pas écrit à Monseigneur. » Alors la ville de Der se situe au sud de ce qu'on appelle l'alvéole de Marie, c'est-à-dire cette partie de la plaine qui s'élargit, formant un espace d'environ 40 km de long sur une moyenne de 15 km de large. Et on est ici dans le cas où un cours d'eau naturel descend du plateau qui est situé à l'ouest pour se jeter dans l'Euphrate. Et de nos jours encore, ces wadis sont sujets à des crues très brutales qui emportent régulièrement la route qui va de Hachara à Abou Kemal. Dans le texte que nous venons de lire, c'est un canal parallèle à l'Euphrate, en rive droite, qui avait été victime d'une telle crue, et donc il revenait au gouverneur de remettre les choses en état. Lorsque Zimrilim était absent, le gouverneur le tenait au courant du passage de messagers étrangers. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Bardilim, ton serviteur, la ville de Marie, le palais et le district Sava. Autre chose, une ambassade Territoum formée de messagers venus du Yamhad et de Katna est arrivée ici. Ibi Ishtaran, Yabani Iloum et Utulishtar, 3 messagers de Babylone, Samsou Ishar, messager du Yamhad, leur escorteur, sont arrivés du Yamhad, ils étaient de passage pour Babylone. » Eh bien, dans ce texte, vous avez la distinction entre 2 types d'ambassades, selon une distinction fondamentale bien mise en évidence par Bertrand Lafont. Il s'agit d'abord de ce qui est décrit comme territum, littéralement, sous-entendu caravane, s'approchant. On a affaire à un groupe de messagers ayant Marie pour destination. Et c'est ici le cas des messagers qui sont venus du Yamhad, c'est-à-dire d'Alep, et de Katna. Le problème, c'est que le roi n'était pas dans sa capitale, et en principe, Bardilim devait leur indiquer où se trouvait le roi et les lui envoyer. Deuxième catégorie, décrite comme etiktum, littéralement caravane traversante, sur la même racine que le verbe etekum, traverser, qui est employé dans la lettre. On a affaire à un groupe de messagers qui vont traverser le territoire du royaume de Marie, mais qui ont une autre capitale comme but. Et c'est ici le cas des messagers babyloniens qui avaient été envoyés en mission au Yamhad et qui rentrent chez eux. Dans des cas de ce genre, donc, la question est de savoir si on autorise ces messagers à poursuivre leur route ou si on les retient de façon qu'éventuellement le roi puisse les interroger sur le contenu de leur mission. Ici, Bardilim attendait des instructions. On possède aussi quelques lettres écrites à Bardilim par Hammurabi de Babylone. C'est quelque chose d'assez rare. Ces lettres datent de la 10e année du règne de Zimrilim. Celui-ci était alors parti au nord-est du Sinjar pour porter secours à la ville de Razama, qui était assiégée par des troupes d'Élam et d'Eshnouna menées par Atamroum. La première de ces lettres est très laconique. « Dis à Bardilim, ainsi parle Hammurabi, voilà que j'ai envoyé des tablettes à Zimrilim, ce message est urgent, fais porter ces tablettes chez Zimrilim, écris-moi les nouvelles que tu auras apprises sur l'ennemi. » Mais on a une autre lettre qui est beaucoup plus développée. Dis à Bardilim, ainsi parle Hammurabi. Au sujet de ta lettre où tu me disais, Lawila Hadou est parti pour Eshnouna pour obtenir un surplus de troupes et Atamroum l'a envoyé à l'empereur d'Élam avec le message suivant. Et là, on arrive au 3e degré de citation.
Lorsque Zimrilim s'approchera pour porter secours à Razama, ce sera à toi de marcher contre son pays. Voilà ce qu'Atamroum a écrit à l'empereur d'Élam. Il ne faut pas que mon seigneur néglige ma lettre. Et là, Hammurabi reprend la parole. En réalité, l'empereur d'Élam n'a pas expédié un renfort de troupes avec la Willa Hadou et ce dernier est revenu bredouille chez Atamroum. En revanche, ici même, la troupe est rassemblée et elle est disponible, que mon frère, c'est-à-dire Zimrilim, se réjouisse. Et là, Hammurabi s'adresse directement à Bardilim. Selon l'objet constant de mes lettres, envoie-moi sans cesse des nouvelles de Zimrilim, de ses armées, de la troupe d'Élam et de celle des Shnouna qui assiègent Razama, ainsi que des nouvelles de la ville de Razama. Il faut que tes informations me parviennent constamment. Voilà que d'autre part, j'ai fait porter une tablette pour Zimrilim. Si tu fais continuer leur route au souterrain que je t'ai expédié, donne-leur de quoi s'équiper et expédie-les chez Zimrilim. Si tu ne fais pas poursuivre leur route au souterrain que je t'ai expédié, décidément, fais porter toi-même cette tablette à Zimrilim. Donc cette lettre est intéressante en ce qu'elle nous montre que Bardilim obéit à Hammurabi en lui donnant les nouvelles que celui-ci lui réclamait, et donc nous avons cette imbrication de citations qui est très intéressante. Je ne commenterai pas aujourd'hui la situation politico-militaire, je noterai simplement au passage que le roi de Babylone employait des nomades soutéens, très bons connaisseurs de la steppe, pour faire porter ses messages à Mari. Et le dernier élément à relever, c'est que cette lettre de Hammurabi à Bardilim a été retrouvée dans le palais de Mari, ce qui signifie que le gouverneur s'est plié à la consigne, c'est-à-dire toute personne qui reçoit une missive de l'étranger doit la faire suivre au roi. Et donc cette tablette, elle est allée de Babylone jusqu'à Mari, puis de Mari aux environs de Razama, puisque Zimrilim en a eu connaissance, et finalement, quand Zimrilim est retourné à Mari, eh bien, il est revenu avec cette tablette qui a été archivée avec le reste de la correspondance qu'il recevait. Une lettre permet de voir un aspect des relations du gouverneur avec les autorités locales de son district. Il s'agit des Sougagum, un terme qui est le plus souvent traduit par « cher », ce qui pour un Français me semble trompeur, car le terme évoque aussitôt un contexte tribal. En fait, le mot « Sougagum », d'origine amorite, correspond exactement au babylonien « Rabianum », un terme que nous traduisons par « maire ». Chaque localité du district était gérée par un groupe d'anciens, avec à sa tête un Sougagum, qui devait verser, lors de sa nomination, une taxe appelée Sougagutum. Le contexte de la lettre que je vais lire, c'est la mobilisation des troupes pour se rendre en Babylonie et aider Hammurabi dans sa campagne contre Larsa. Et donc, Bardilim écrit ceci. « Mon Seigneur m'a écrit ceci. Interroge les maires Sougagum. S'ils te répondent ainsi, nous allons donner la totalité des 1000 hommes de troupes, n'expédie pas encore la troupe, mais dans le cas contraire, s'ils ne te donnent que les 800 hommes de troupes que tu as déjà passés en revue et ne doivent pas fournir la totalité des troupes, alors expédie la troupe. Voilà ce que mon Seigneur m'avait écrit. Conformément à sa lettre, j'ai réuni les maires Sougagum, leur ai fait la leçon et leur ai tenu maint discours. Ils n'ont pu me donner satisfaction, disant « Nous avons donné 800 hommes, mais il n'y en a pas 1000 ». Voilà ce qu'ils m'ont dit, ajoutant que notre Seigneur réprimande le coupable. Alors j'ai fait noter par écrit leurs troupes en déficit. J'amènerai chez mon Seigneur la tablette de leur déficit, ainsi que les maires Sougagum. En revanche, j'expédie les 800 hommes de troupes que j'ai passés en revue. Aucune troupe ne sera retenue. La troupe se mettra en route aujourd'hui même. Cette mobilisation
permet de voir la dualité de la population du royaume, qui est formée, comme vous le savez, de sédentaires et aussi de semi-nomades. Ces derniers vivaient le plus souvent dans la steppe, avec leurs troupeaux de moutons, mais à l'occasion, ils logeaient dans les maisons des membres de leur clan dans les villages. C'est ce que montre cette autre lettre de Bardilim. Cela fait 5 jours par rapport au terme convenu que j'attends les Bédouins et la troupe ne se rassemble toujours pas. Des Bédouins sont arrivés de la steppe, mais c'est à l'intérieur des différents bourgs qu'ils résident. J'ai donc envoyé des messages à 2 reprises à l'intérieur des différents bourgs pour qu'on opère leur levée, et pourtant ils ne se rassemblent pas. Donc si d'ici 3 jours ils ne se rassemblent toujours pas, il faudrait alors, si Monseigneur y consent, que l'on exécute un coupable dans l'ergastule, qu'on lui coupe la tête et qu'on lui fasse faire le tour de ville en ville jusqu'à Rutnum et Appan, en sorte que les gens prenant peur et se rassemblant vite, je puisse expédier rapidement l'expédition pour la faire pressante, à propos de laquelle Monseigneur m'a donné des instructions. Donc on a affaire à une mobilisation délicate et plusieurs documents comptabilisent les soldats yaminites mobilisables, ceux qui sont présents et le déficit, l'opération ayant été effectuée à Der sous l'autorité de Bardilim. Et nous terminerons par un horrible fait divers, la découverte du buste d'un nourrisson. Un nourrisson né de l'année dernière gisait en face de la vieille résidence qui se trouve au-dessus de la région basse, à proximité du canal. Cet enfant avait été coupé à la taille. Il existait de la poitrine jusqu'à la tête, mais sans tête, et il n'existait pas jusqu'aux pieds. Était-il un garçon ou une fille? Qui peut savoir? Depuis sa taille jusqu'en bas, il n'existait plus. Le jour même où j'ai appris cette histoire, j'ai donné des ordres en bonne et due forme et pressé de questions les chefs de quartier, les artisans et les résidents du quartier des marchands, mais ni le maître de l'enfant, ni son père, ni sa mère, ni quelqu'un au courant de l'affaire ne s'est manifesté à moi. Donc on envisage qu'il puisse s'agir d'un enfant d'esclave. Le jour même, j'ai transmis cette nouvelle à Monseigneur par Béli Loudari, et depuis 7 jours que j'ai envoyé Béli Loudari, j'ai eu beau presser de questions, et la fin est cassée, mais je n'ai pas obtenu plus d'informations. Donc, un texte qui se passe de commentaires. Je ne l'ai pas choisi par goût du glauque, mais parce que Bardilim nous donne ici quelques indications topographiques sur la ville de Mari qui sont exceptionnelles. Et on retiendra surtout la tripartition entre les quartiers d'habitation, les baptûmes, deuxièmement, la zone artisanale, et troisièmement, le secteur portuaire où résidaient les marchands. Nous allons poursuivre avec Khibri Dagan, qui se trouve être le plus anciennement connu de tous les gouverneurs. Au départ, 9 lettres publiées par Jean dans un RM2. Il y eut ensuite, en 1947, une présentation du personnage par Jean-Robert Cuper, qui faisait alors ses débuts en assyriologie. Il publia peu après ses copies de 84 lettres en 1948 et leur édition dans un RM3 en 1950. Il publia des lettres supplémentaires dans un RM13 avec un commentaire, et puis différents suppléments ont été publiés au fil des ans. Au total, on dispose aujourd'hui d'un corpus de 131 lettres écrites par Khibri Dagan. Sur le site même de Terka, jusque dans les années 1930, ont eu lieu des découvertes fortuites de tablettes effectuées par les villageois de Tel Achara, mais elles concernent la période postérieure à Zimrilim, comme nous l'avons vu dans le cours de 2019-2020. À partir de 1970, une mission dirigée par Giorgio Buccellati a fouillé le site. Les textes de la 4e campagne 1978 ont été publiés en 1984 et ceux découverts lors des 5e à 9e campagnes en 2011. La seule lettre à Khibri Dagan retrouvée lors des fouilles de Terka est formulée ainsi: « Dis à Khibri Dagan, ainsi parle Idinannu, ton fils et ton serviteur. Dagan va bien, Ikroubel va bien, la ville et le pays vont bien. Les radeaux de Halabit sont arrivés ici. »
Donc Ralabit, c'est la région du Hanouka, là où il y a un étranglement sur le cours de l'Euphrate, et donc ils sont descendus de cet endroit jusqu'à Terka. Et en raison de la mention des dieux Dagan et Ikroubel, sur lesquels je vais revenir dans un instant, il semble bien que la lettre a été écrite depuis Terka à Kibri Dagan, à un moment où le gouverneur était absent. À Terka, le problème principal, c'est la présence simultanée de deux personnages principaux, Samétar et Kibri Dagan, jusqu'au début de l'année 7 de Zimrilim, moment où Samétar disparaît. Et à partir de l'année 7, c'est seul Kibri Dagan qui est attesté, et ses fonctions sont clairement celles d'un gouverneur, même si, dans la documentation publiée jusqu'à présent, le titre de Chapitum n'est jamais accolé à son nom. Comme tout gouverneur, Kibri Dagan n'était pas seul à exercer un pouvoir délégué par le roi. Et de manière classique, il était assisté par un intendant, avec le titre de Aboubitim, et d'un préposé au cadastre, le Chassik Katim, littéralement responsable des piquets. Nous avons déjà vu à propos de Yassim Soumou que les intendants dans les provinces n'étaient pas soumis à l'autorité des gouverneurs, mais relevaient directement du Chandabakoum dans la capitale. Il se trouve que l'intendant de Terka est assez bien connu. Il s'appelait Shamash Natsir. On possède des empreintes de son sceau, sans titre, et ses activités ont été étudiées par Brigitte Lyon. Une lettre de Kibri Dagan mentionne d'autres collaborateurs. Je cite ce passage. Autre chose, Adoubani le devin et Yatinérar le préposé au cadastre, sujet d'une lettre de Monseigneur, voilà que j'envoie ces gens chez Monseigneur. Eh bien, ce devin Adoubani, il est connu par ailleurs dans une lettre sans adresse qui énumère 7 devins du district de Terka. Sadoukael, homme de Rakoum, Yantinum, homme de Dashran, Yaskouroum, dont un fils a juré, Adoubani, homme de Terka, Ishriadou, homme d'Amiyan, un devin Shaïloum, homme de Doumtan, total, 7 devins qui vivent dans le district de Terka, qu'on les fasse parvenir ici rapidement pour prêter le serment du Dieu. Alors on a au moins 2 homonymes de ce Yantin Errar. L'un est officier et l'autre orfèvre, mais notre devin ne semble pas attesté par ailleurs. Et ce qu'on aimerait savoir, bien sûr, c'est si les 7 devins ici convoqués représentent la totalité des membres de cette profession dans le district de Terka. Je relève en tout cas parmi eux un interprète des rêves, en acadien Shaïloum. Il me semble que c'est l'unique référence à ce statut dans tout le corpus de Marie. La variété des responsabilités de Kibri Dagan se reflète dans de nombreuses lettres comme celle-ci. Dis à Monseigneur, ainsi parle Kibri Dagan ton serviteur, Dagan et Yakroubel vont bien, la ville de Terka et le district ça va, les champs du palais et des particuliers de mon district vont bien, mes commandos d'intervention sont renforcés, pour le mois, j'ai fait prendre les présages en 2 fois pour le salut de mon district. Les présages que j'ai obtenus sont sains, que Monseigneur soit content. Tout va très bien, Madame la Marquise. Le début de la lettre est significatif parce qu'on commence par donner une nouvelle des 2 principales divinités de Terka. Dagan n'était pas seulement le dieu majeur de Terka, c'était un dieu régional qui avait également, nous l'avons vu, un temple très important à Toutoul. À côté de lui se trouve très souvent cité Ikroubel, ou, sous sa forme amorite, Yakroubel. Ce nom divin ressemble à un nom de personne. Il signifie « le dieu El a béni ». On pourrait penser à un ancêtre divinisé. Et là, il faut faire 2 parallèles. D'abord avec Marie, où le dieu de la ville est Itourmer, un dieu dont le nom est également construit comme un anthroponyme. Et par ailleurs, il faut se rappeler la situation à Nippur. Dans cette ville, le dieu Enlil avait un temple en tant que divinité principale de tout Sumer.
Mais le dieu propre de la ville de Nippur, c'était Ninurta. Eh bien, j'aurais tendance à penser qu'il en allait de même à Terka, Dagan étant d'ailleurs parfois explicitement assimilé au dieu sumérien Enlil, et le dieu Polyade serait Ikrubel. Le gouverneur donne ensuite de bonnes nouvelles de la ville et du district, et en particulier de ses surfaces agricoles, ainsi que des forces de maintien de l'ordre. Et puis, il indique avoir eu recours à des devins dont les rapports pour le mois qui vient sont positifs. Après ces généralités, il aborde un sujet très fréquemment traité dans la correspondance des gouverneurs, c'est l'entretien du réseau d'irrigation. Je poursuis la lecture de cette lettre. Autre chose, à la fin du mois d'Aboum, j'ai rassemblé la population servile et les petites gens qui se trouvent dans la ville et dans le district, et, de conserve avec les districts de Mari et de Sagaratoum, je me suis mis à ouvrir la prise d'eau du canal de Mari. Cependant, avant de me mettre au canal de Mari, j'ai épuisé toutes les eaux du canal Ishim-Yardunlim pour le district d'Amon, me disant, avant que les champs des campagnes de Terka soient irrigués, maintenant qu'il y a de l'eau à disposition, il faut que le district d'Amon boive, afin que par la suite, il n'y ait pas de motif de protestation. Depuis Ibnatoum jusqu'à Sanipatoum, ce district-ci a bu pour la totalité des champs de ses campagnes. Et puis la suite est un peu abîmée, mais vous voyez le souci du gouverneur. Il est d'accord pour permettre à l'eau d'irriguer le district d'Aval, Terka, et puis ensuite Mari, mais à condition que les champs en amont, en l'occurrence dans la région d'Ur-Yardulim, aient pu bénéficier de l'eau indispensable. Et la dernière partie de la lettre aborde un sujet de nature politique. Autre chose, un homme est arrivé à Terka, il m'apportait une lettre d'Ishmedagan disant « Tous les rois du pays du Shubartum sont rassemblés avec mon seigneur et l'armée se trouve réunie. Voilà la bonne nouvelle qu'il m'a apprise. Moi-même et les anciens de la ville, par devant Dagan, nous adressons des prières pour que Monseigneur et ses armées, pour que Dagan marche au-devant de Monseigneur et ses armées. À l'heure actuelle, les rois du Shubartum sont réunis et de vastes armées se sont réunies à Monseigneur. Alors, que Monseigneur brûle une des villes en tant que meurtrière, ou bien que l'armée se rassasie d'une ou deux villes, mais que le butin soit apporté aux différents palais. On peut situer cette lettre chronologiquement. Elle appartient à un des rares moments où Ishmedagan, le fils de Samsiadou, roi des Kalatoum, se trouvait dans le même camp que Zimrilim, c'est-à-dire lors de la résistance face à l'invasion de la Haute-Mésopotamie par les Élamites, secondés par les Échounéens. Et il est ici intéressant de voir l'écho qu'une campagne militaire de cette envergure avait auprès des civils restés à leur poste dans le royaume. Le gouverneur décrit une démarche religieuse collective et il indique au roi qu'au-delà d'une vengeance légitime et du pillage qu'on devra laisser les armées faire, il faudra songer au bien-être du royaume, d'où sa demande que le butin soit réparti entre les différents palais, celui de Terka compris, bien entendu, puisque chacune des capitales provinciales comportait un palais. Comme ses collègues, Kibri-Dagan devait veiller à la sécurité de son district, ce dont témoigne cette lettre. Dis à mon seigneur, ainsi parle Dagan, Kibri-Dagan, ton serviteur, Dagan et Yakrubel vont bien, la ville de Terka et le district ça va, mes commandos d'intervention, Bazaratoum, de rive droite se trouvent renforcés, j'ai réuni la population des basses terres de mon district jusqu'au dernier dans les forteresses. Autre chose, au moment de la crue du fleuve, s'était produit un écroulement dans le rempart de Terka, ce que Monseigneur avait pu constater. J'ai détruit le parement du rempart à partir de la face qui était en ruine. En fonction des observations que m'avait faites Monseigneur, j'ai solidement reconstruit l'endroit ruiné et je l'ai restauré. Il n'y aura plus de dommages de ce fait. Donc,
On ignore la date de cette lettre, mais elle témoigne d'une période de danger. Les patrouilles sont renforcées et la population est réunie dans des localités pourvues de murailles, ce qui n'était pas le cas de toutes, bien entendu. Et par ailleurs, Terka, se situant au bord même de l'Euphrate, la crue de celui-ci avait provoqué l'effondrement d'une partie de la muraille et Kibri Dagan informe le roi que les travaux de restauration qu'il avait ordonnés sont achevés. Et au passage, on peut noter qu'on n'a pas de lettre équivalente en ce qui concerne Marie, d'où l'incertitude que nous avons par rapport à l'hypothèse de Jean Margueron sur le fait que la ville a été en bonne partie emportée par le fait que les eaux du canal auraient affouillé le site. Je voudrais maintenant mettre l'accent sur les responsabilités religieuses d'un gouverneur tel que Kibri Dagan. Le temple de Dagan à Terka est nommé pour la première fois dans une inscription de Samsiadou qui en commémore la reconstruction et qui donne son nom Ekisiga. Son importance était considérable, comme l'a souligné Antoine Jacquet, je le cite, « Dans l'épopée de Zimrilim, la campagne victorieuse s'achève par la visite à Dagan de Terka et non à celui de Toutoul, comme l'avait fait Sargon des siècles auparavant, et on peut citer donc la fin de cette épopée, une fois que le roi, donc Zimrilim, eut atteint son but, il entra par devant Nunamnir, qui est un autre nom du dieu Enlil, et donc qui désigne ici Dagan. Dans les Kisiga, il offrit son sacrifice. À l'intérieur de Terka, la bien-aimée de Dagan, vie, prospérité et force, Zimrilim réclama à Dagan. Kibri Dagan eut aussi à s'occuper des travaux concernant la statue de la parèdre de Dagan, dont le nom est écrit Ninhursag, c'est-à-dire Shalash. Je cite, « Monseigneur m'a écrit à propos de l'or pour la confection de la statue de Ninhursag. J'ai pris 2 mines et 12 cycles et demi d'or sur l'or de la déesse et les livré pour ce travail. Pour l'heure, si cet or subit une freinte trop forte pour ce travail, je prendrai l'or qui se trouve dans la cassette de Ninhursag et je le livrerai. Monseigneur n'aura pas à s'irriter à mon égard. » Donc on voit comment le gouverneur peut piocher directement dans le trésor du temple pour procéder à des travaux qui concernent le temple lui-même. Mais il ne passe pas par l'administrateur Shangoum comme on aurait pu s'y attendre. Plusieurs prophéties adressées par le dieu Dagan de Terka au roi de Mari Zimrilim ont été transmises par Kibri Dagan. En voici une. Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez mon seigneur, un extatique Mouchoum de Dagan m'a tenu ces propos. Dagan m'a envoyé au sujet du sacrifice Pagraou à accomplir. Envoie un message à ton seigneur pour que le sacrifice Pagraou soit accompli le 14 du mois qui commence. Il ne faut nullement qu'on laisse passer ce sacrifice. Voilà ce que cet homme m'a dit. La grande fête du dieu Dagan était appelée Pagraou et avait lieu sous Zimrilim au 8e mois de l'année. Et on remarque que dans ce passage, contrairement à la plupart des exemples, on n'a pas la reproduction d'un discours directement adressé par le dieu au roi, la formulation est indirecte. Et on retiendra surtout la formule « Dagan Ishpurani »,« Dagan m'a envoyé ». On la retrouve en effet dans une autre lettre de Kibri Dagan. Autre chose, le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez mon seigneur, un extatique Mouchoum de Dagan m'est arrivé, et voici ses propos. Le Dieu m'a envoyé. Dépêche-toi d'envoyer un message au roi afin que l'on voue le rite funéraire, Kispi, au man de Yardunlim. Voilà ce que cet extatique m'a dit, et je viens de l'écrire à mon seigneur. La formule est légèrement différente puisqu'on a cette fois « le Dieu m'a envoyé » sans que la divinité soit nommée. Et vous remarquez qu'il s'agit à chaque fois d'un extatique Mouchoum de Dagan, mais
on ne sait pas s'il y a une raison particulière à cela, et comme Kibri Dagan ne donne pas de nom propre, on ne peut pas savoir si, dans les deux cas, il s'agit de la même personne. On sait par ailleurs que plusieurs extatiques Muhum ont pu être rattachés au même dieu dans une même localité. Quoi qu'il en soit, on a ici affaire à un ou à des professionnels. Mais on possède aussi un exemple de prophétie qui n'émane pas d'un professionnel. Je cite, « Une femme, épouse d'un homme libre, est venue, et elle m'a parlé à propos de l'affaire de Babylone en ces termes. Dagan m'a envoyé. Envoie un message à ton Seigneur pour qu'il ne s'inquiète pas et que le pays non plus ne s'inquiète pas. » Et puis, j'arrête là la citation de la prophétie. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver au début de sa retranscription, eh bien, là encore, la formule « Dagan m'a envoyé ». C'est la troisième fois qu'on la voit, et à chaque fois, c'est sous la plume de Kibri Dagan, et du coup, Ichiro Nakata a soupçonné que cette singularité, la mention de l'envoi par le dieu, viendrait du fait que ces prophéties étaient transmises au roi par Kibri Dagan, qui aurait eu une manière, en quelque sorte, standardisée de présenter les prophètes. De Terka, nous allons maintenant nous transporter à Sagaratum. Pendant longtemps, cette ville n'a pas été localisée au bon endroit. On a d'abord cru qu'elle devait être identifiée à Tel Abu Hayt, comme l'a proposé Hartmut Kühne, mais les textes de Marie favorisent une localisation plus proche de l'Euphrate. Jean-Marie Durand avait proposé de la rechercher à la confluence du Rabour et de l'Euphrate, donc à proximité de l'actuelle Boussaïra. Mais il n'y a pas de tel à cet endroit, et finalement, Hervé Reculot a proposé de situer Sagaratum en rive gauche des deux cours d'eau, donc le Rabour et l'Euphrate, à un endroit qui s'appelle Tel Safat Zer, le numéro 2. Comme à Marie avec Bardilim ou à Terka avec Kibri Dagan, nous avons la chance à Sagaratum d'avoir un gouverneur qui a été en poste pendant de nombreuses années dans la deuxième moitié du règne de Zimrilim. Maurice Biraud a publié sa correspondance, soit 130 lettres, en 1974, mais contrairement à l'habitude, il n'a pas accompagné son édition d'un article de commentaire. Par la suite, des joints ont été faits à certaines lettres, des lettres supplémentaires ont été publiées par 2 fois, et le corpus comprend à l'heure actuelle pas moins de 165 lettres, c'est-à-dire un record pour les gouverneurs 2 fois plus que Bardilim. Et puis récemment, un assyriologue et un linguiste russe se sont associés pour offrir une relecture de certaines lettres à la lumière des acquis de ces 40 dernières années. Les éditions électroniques sur le site d'Archibab tiennent compte de leurs propositions. Dans une des premières lettres que Yakimadou écrivit après son entrée en fonction, le nouveau gouverneur se plaint de ne pas avoir reçu des terres de taille équivalente à celles qui avaient été attribuées à ses prédécesseurs. Autre chose, Sumru Rabi, en exerçant le gouvernement dans le district de Sagaratum, se trouvait détenir une 60aine d'arpents à Bitakaka. Puis Iturasdu y fut appointé, et c'est à Zibnatum qu'il se trouvait détenir, puis là il y a un chiffre qui est cassé, X arpents, comme ça s'était passé pour son prédécesseur. Aujourd'hui, j'ai reçu X arpents, et Dame Ruratsim, madame, m'a envoyé la lettre suivante. « Ne t'approche pas de mon champ !» Je lui ai dit, précédemment, Sumru Rabi était en poste, il avait reçu un champ sans problème, puis Iturasdu fut appointé, c'est également sans problème qu'il a reçu un champ. Aujourd'hui, qui suis-je donc ? Ai-je été coupable envers elle, c'est-à-dire Dame Ruratsi, à cause de son serviteur, sa servante, ou un abus, pour qu'elle m'écrive comme cela ? De la même façon que mes prédécesseurs ont pris un champ sans problème, je dois en prendre un sans problème. Or, lorsque Akba Ahoum est venu à Bitakaka et qu'il a fixé les maxima de rendement pour les 3 équipes agricoles du terroir, rien de ce terroir ne m'a été attribué comme mon lot. Il y a pourtant un excédent de 1400 arpents que mettent en culture des nobles et des particuliers. Il faut que Monseigneur interroge son serviteur Akba Ahoum
comme quoi le gouverneur qui me précédait détenait ce champ. Maintenant, voilà que j'ai envoyé chez Monseigneur Igisum sur Igisum. Or, Dame Partum est partie pour chez Madame, la reine d'Amkhuratzim. Elle raconte des horreurs et ne cesse de faire des allusions à moi devant Madame. Je vois sa patte dans la lettre que Madame m'a envoyée. Pourtant, moi, je fais ce qu'elle veut plus que mes prédécesseurs. J'ai écrit à Monseigneur à propos de ce chant. Monseigneur est désormais au courant. Alors, au-delà du caractère un peu amusant de ces jérémiades, l'intérêt principal du texte, bien sûr, c'est de nous offrir la séquence des gouverneurs. D'abord Sumru-Rabi, puis Iturasdu. On sait qu'Iturasdu, avant de venir à Sagaratum, avait été en poste à Mari, on l'a déjà rencontré, et nous savons donc qu'après avoir été gouverneur de Sagaratum, il a été envoyé à Nahur à la fin de l'année 5 de Zimrilim. C'est donc le moment où Yakimadou est arrivé à Sagaratum. Il réclamait de recevoir le bénéfice des mêmes terres que ses prédécesseurs, mais la reine d'Amkhuratsy prétendit que ces champs lui appartenaient. Comme souvent, nous ne savons pas comment l'affaire s'est terminée, mais elle a sûrement été réglée à la satisfaction de Yakimadou, sinon nous aurions une deuxième lettre à ce sujet, et nous n'en avons pas. Cette lettre de Yakimadou ont trait aux opérations de recensement, qui était un moment très important de la vie des districts. Le grand recensement pendant le règne de Zimrilim eut lieu en l'an 5, après la fin de la guerre avec les Yaminites. Le gouverneur devait s'assurer que personne ne s'était caché pour échapper plus tard à une conscription, et plusieurs lettres prouvent que ce fut parfois le cas. Je cite, « Lorsque Monseigneur faisait route de Zibnatum à Terka, j'arrivai à Sagaratum et j'en admonestai les habitants en ces termes. Il faut que celui qui a caché son frère ou son fils avant le recensement le fasse inscrire. Sinon, si l'on découvre cet homme dans 1 ou 2 ans, il mourra sans possibilité de recours. Voilà ce que je leur ai dit, une petite cassure, et puis ensuite, j'ai fait porter la liste chez Monseigneur, X jardinier, Ilianou jardinier, Warad Shamash marchand, Warad Koubi marchand, Kishtimama isolé, Yachria fabricant d'arcs, Nutsabou mobilisable, Rimishtar supplétif, total 8 hommes qui forment un ajout. Il faut que Monseigneur les ajoute au rôle. Donc vous voyez qu'il s'agit cette fois d'un ajout, mais nous savons que de grandes listes avaient été dressées et transportées dans le palais de Marie, où elles ont d'ailleurs été retrouvées. Et on a même découvert 2 étiquettes de coffres à tablettes avec cette indication « tablette du recensement du district de Sagaratum ». Et ce sont donc ces rôles auxquels il fallait ajouter les 8 noms qui sont énumérés dans la lettre que nous venons de voir. Je poursuivrai avec un registre plus léger. On trouve dans les lettres de Yakimadou des allusions au ramassage de truffes. Ce ne sont pas comme les truffes du Périgord, il s'agit d'une variété dite truffe du désert, de la famille des Terfetia pour les botanistes, qu'on peut déterrer dans la steppe au printemps et qui constitue de nos jours encore un mets très apprécié. Une lettre de Yakimadou au secrétaire royal en témoigne. Autre chose, on a ramassé 30 truffes du désert, j'en ai approvisionné le roi et j'en ai fait apporter 9 pour toi, ce qui représente ta part. Ça n'est pas beaucoup, mais je n'ai pas pu faire plus pour toi. Mais parfois, le roi n'était pas satisfait de ce qu'il recevait. Depuis 5 jours que je suis arrivé à tel endroit, j'ai fait porter à 2 reprises des truffes du désert chez Monseigneur. Et Monseigneur m'a écrit disant « Tu m'as fait porter des truffes qui n'étaient pas bonnes ». Il ne faut pas que Monseigneur soit inquiet au sujet des truffes. J'avais envoyé chez Monseigneur ce qu'on avait trouvé. Aujourd'hui, j'ai envoyé des gens. On a trouvé des truffes et on en a rempli 6 couffins de belles. Je viens de les faire porter chez Monseigneur. Du temps de Saddam Hussein, les habitants de Hatra, donc dans la steppe à l'ouest du Tigre,
avait coutume d'envoyer les plus beaux spécimens de truffes au président irakien, prolongeant, sans le savoir, une très vieille pratique. Et Saddam Hussein lui-même a offert au secrétaire général de l'ONU en visite à Bagdad en mars 1998 des truffes. De février à mars, c'est en effet la saison. Je ne sais pas quelle est la récolte de cette année. Le quatrième et dernier gouverneur dont nous allons dresser le portrait était en poste à Khatounan. Cette fois, nous quittons la vallée de l'Euphrate pour remonter le long de son plus important affluent de rive gauche, le Rabour. La géographie de la vallée du Rabour est assez bien connue, notamment grâce aux prospections de Ahmoud Kühne et de son équipe autour du site de Cheikh Ahmed, l'ancienne Dour Katlimou, qu'il a fouillé à partir de 1978. Ces recherches ont livré de nombreuses tablettes, mais qui concernent essentiellement les périodes médio- et néo-assyriennes. Plus au nord, les Japonais ont mené une fouille de sauvetage à Tel Taban, l'antique Tabatoum, et là, on a exhumé des tablettes paléo-babyloniennes. Une collaboration franco-japonaise a été organisée par Nele Ziegler et Shigeo Yamata, qui a abouti à une très belle publication. Et sur la base de tous ces travaux, il est de plus en plus probable que Khatounan soit à localiser au Tel Fadrami, qui n'a pas encore été fouillé. Les trois premiers gouverneurs de Khatounan du temps de Zimrilim, ainsi que leur ordre de succession, sont connus grâce à une lettre de Yassi-Dagan à Ilushu Natsir. Elle est encore inédite, mais un extrait a été cité par Jean-Marie Durand. Précédemment, Akinurubam, un bédouin, avait été investi de la fonction de gouverneur de Khatounan. Puis avait été Idinannu, un sot sans aucune expérience, qui y avait été installé. Maintenant, c'est toi, un scribe administratif dont l'œil est clair et qui, depuis ta prime enfance, a été élevé à la porte du palais. Nous disposons de la correspondance de cet Ilushu Natsir, qui compte 24 tablettes, publiées dans ARM 27. Finalement, Ilushu Natsir a été muté à Mari, et c'est Zakira Ramou qui le remplaça. La transition fut, semble-t-il, assez difficile, comme le montre cette lettre du nouveau gouverneur. À Monseigneur dit ceci, ainsi parle Zakira Ramou, ton serviteur, la ville de Khatounan et le district vont bien. Après que Monseigneur m'eut nommé à la ville de Khatounan, je suis arrivé à la ville de Khatounan. Le Dieu de Monseigneur a imposé l'obéissance à ce district et j'ai recensé le district. Avec l'aide de tous les travailleurs disponibles, j'ai nettoyé le canal, j'ai procuré de l'eau, mais ce district, cette année, n'a pas reçu de grain et tout le grain a été consommé. Et tandis que tous les riches qui ont du grain demeurent, tous les pauvres mouchkénous qui n'ont pas de grain sont partis au fleuve. Alors, pourvu que demain, Monseigneur ne dise pas « Depuis que tu es arrivé, tu n'as pas arrêté de ruiner ce district », que Monseigneur ne me fasse pas de reproches avant que mon séjour dans ce district ne se soit prolongé, que Monseigneur écrive à ses serviteurs Samétar et Akba Haroum d'examiner la situation de ce district et de faire leur rapport à Monseigneur. Donc, on voit qu'en dépit des efforts du nouveau gouverneur, la situation économique du district n'était manifestement pas bonne et Zakira Ramou demande l'indulgence du roi qui doit patienter jusqu'à ce que son nouveau gouverneur ait réussi à redresser la situation. Alors, la suite de la lettre traite d'une affaire de sorcellerie qui est difficile à comprendre en raison des lacunes de la tablette. Et puis, Zakira Ramou aborde ensuite un sujet plus délicat, c'est l'endroit où il doit désormais résider. Donc on a vu que les gouverneurs recevaient ex officio des terres, mais ils bénéficiaient aussi d'un logement de fonction. Quant à « Monseigneur m'a écrit, occupe-toi de ta maison et habite là ». Monseigneur a-t-il examiné la situation de la ville de Khatounan? Monseigneur sait bien que cette ville est dans le dénuement. Alors, quand est arrivée la tablette de Monseigneur me disant « N'habite pas cette maison », dans le voisinage de ma maison de réquisition que j'avais réquisitionnée au moment de mon arrivée, j'ai fait sortir 3 hommes et je me suis installé dans ces maisons. Les possesseurs de ces maisons ont pris le parti d'écrire à Samétar « Zakira Ramou nous fait sortir de nos maisons ».
Alors, Samétar m'a écrit ceci, qui à Katunan, des cassures, si vous les faites partir et habiter leur maison, si vous cultivez les terres des Mouchkénous, Katunan tout entière ne suffirait pas pour vos maisons, et de toutes les terres de Katunan ne suffirait pas pour vos tenir. Donc, faites sortir sur ordre les gens que vous avez installés à la place, en voilà assez, c'est pour le service de votre Seigneur que vous devez organiser le district. Le sieur Ilushunatsir est muté à Mari, habite donc cette maison, mais jusqu'à ce qu'il ait emporté ses biens meubles, met une maison à sa disposition pour qu'il y entrepose ses biens meubles. Voilà ce que m'a écrit Sammétar. Alors Ilushunatsir a écrit à Sammétar, pourquoi, puis c'est un peu cassé, et finalement Zakiraramu dit « J'ai donc mis une maison à sa disposition pour qu'il y entrepose ses biens meubles ». Donc on a affaire ici à la période de transition. Ilushunatsir est parti rapidement pour son nouveau poste, mais il n'avait pas encore pu organiser son déménagement. J'ai déjà dit que la conclusion de la paix avait été suivie par un recensement général du royaume dans les derniers mois de l'année 5 et a donné son nom à l'année suivante. Le décompte des hommes porta sur les districts centraux du royaume, Mari, Terka et Sagaratum, y compris les localités à peuplement yaminite. Mais le gouverneur de Katunan expliqua au roi qu'un recensement de son district entraînerait une fuite de ses habitants. L'affaire est connue par une lettre au secrétaire du roi et vous allez retrouver certains éléments du portrait de Shunuraralu que nous avons déjà dressé. Ashunuraralu dit ceci, ainsi parle Zakiraramu, ton frère. Au sujet des 500 hommes dont il est question dans la lettre du roi, une rumeur m'est parvenue. Ces hommes qui sont dans ce district et tous les hommes qui viennent ici, pour autant que leur position n'est plus assurée dans la région du fleuve, puis il y a une cassure, on a fait quitter ce district. À présent, si je recense ce district, pas un homme ne voudra demeurer dans ce district. J'ai donc fait rédiger une lettre et l'ai adressée au roi. Écoute cette lettre et rends-y le roi attentif. Si tu es vraiment mon ami, fais en sorte que l'on ne fasse pas partir les habitants de ce district et que je ne sois pas discrédité. Et à la fin, autre chose, voici que j'ai fait porter au roi, il y a aussi ta part, les truffes que l'on m'a apportées. Donc une fois de plus, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Espérons seulement que cette fois-ci, les truffes étaient bonnes. Quoi qu'il en soit, la lettre de Zakiraramu au roi à propos du recensement ne nous est pas parvenue, malgré ce qu'il a pu prétendre dans la lettre ARM 27-25 que nous avons lue tout à l'heure. Zakiraramu ne semble pas avoir procédé à cette opération. En effet, parmi les nombreuses tablettes de recensement qui ont été retrouvées dans le palais de Mari, aucune ne porte sur le district de Katunan. On savait déjà, par des lettres de Kibridagan et de Yakimadou, que des invasions de sauterelles pouvaient certaines années provoquer des catastrophes dans les champs de leur province. La publication de la correspondance de Zakiraramu a livré sur ce sujet des données encore plus nombreuses et détaillées. Je ne dirai rien des essais d'identification des espèces précises qui ont été faits. Les textes utilisent en effet deux termes, herboum et tsartsar, que l'on traduit généralement de manière conventionnelle par sauterelle et criquet, tsartsar étant sans doute l'onomatopée du bruit que font les ailes de cet insecte. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur les mesures que le gouverneur décrit lorsqu'il tente de juguler une situation assez désespérée. Précédemment, j'ai écrit à Monseigneur une fois, deux fois au sujet des criquets tsartsar. À présent, ces criquets se sont abattus sur les moissons. Ils se sont précipités pour dévorer le grain. Les deux rives du Khabour en sont pleines. Ceux qui étaient sur la rive orientale ont traversé le Khabour et ont chevauché le grain. Ils nous submergent de tous côtés. Tout le district, les serviteurs, ainsi que tout le petit peuple, habitant du pays dans sa totalité, j'ai rassemblé et je les ai fait taper des pieds autant que faire se peut, mais maintenant, ces criquets m'ont donné beaucoup de tracas, ils s'enchevêtrent sur le grain. Quant aux Mouchkénous de ce district, les sauterelles les avaient fait souffrir l'an dernier. À présent, les Mouchkénous, et puis il y a une cassure, ne demandent-ils pas
puisque les sauterelles dévorent nos moissons, pouvons-nous demeurer ici? Tel est le discours des Mouchkénous. À présent, il est à craindre que Monseigneur, comptant sur les hommes de ce district, n'envoie pas d'hommes pour moissonner. Il ne faut pas oublier que, comme auparavant, il n'y a pas d'équipe de moissonneurs au palais. Que Monseigneur réfléchisse donc et qu'il m'envoie tous les hommes qu'il pourra m'envoyer afin qu'ils moissonnent le grain du palais et qu'il fasse aussi le nécessaire pour engranger cette moisson. Donc la totalité du grain n'est pas perdue, mais le gouverneur n'a pas autorité sur les particuliers pour qu'ils entreprennent une corvée. Les particuliers, ils veulent s'occuper avant tout du champ de leur propre, du grain de leur propre champ. Et on a une autre lettre qui pourrait dater de la même année et qui montre également des problèmes. Le grain de Tabatoum et de Magrissa a été épargné par les sauterelles, mais elles ont dévoré le grain de Zilkhan. En outre, 470 et quelques arpents de terre moissonnés plus tôt du palais de Khatounan ont échappé au bec des sauterelles, mais les sauterelles ont dévoré toutes les terres du palais existantes moissonnées tardivement, ainsi que le grain des Mouchkénous. Donc apparemment, il y a deux céréales différentes. Il y en a au moment où les essaims de sauterelles arrivent qui avaient déjà été moissonnés, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore été. Et j'en viens à ce que Monseigneur m'a écrit. Celui qui parmi les Mouchkénous du district partira pour le pays du Choubartoum sans ton autorisation, saisis-le et fais-le conduire chez moi. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Les sauterelles ont dévoré le grain du district. C'est pourquoi les travailleurs isolés et les journaliers qui gagnent de quoi manger au moment de la moisson, car on peut faire des gains dans le district grâce à la moisson, la nuit, ces individus quittent maintenant leur demeure et partent vers le Choubartoum pour gagner leur vie. Pourquoi aurais-je écrit cela à Monseigneur de façon mensongère? Que Monseigneur m'envoie son homme de confiance et qu'on examine cette affaire. Si Monseigneur dit « donne des ordres fermes pour qu'on garde les routes et ne soit pas négligent quant à ce qui passe », que Monseigneur m'écrive ceci ou cela. Mais il faut aussi qu'il m'envoie 90 vaches ou bien 60 bœufs du palais afin qu'ils piétinent les aires du palais et que le grain du palais soit rentré rapidement sans perdre de temps. Et donc on voit la crainte du roi qu'on ait affaire à un exode massif, le district se trouvant désormais dépourvu de main-d'œuvre. Tous ces portraits ne nous permettent pas vraiment de décrire la personnalité de ces quatre gouverneurs. La rhétorique qui gouvernait la rédaction des lettres est trop rigide pour que ce soit possible. Je terminerai en citant un protocole de serment que j'ai publié dans les Mélanges Foster. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir du serment prêté par tout gouverneur entrant en fonction, de la même façon qu'on a vu l'existence d'un serment des devins, en particulier à cause de cet engagement. Dans le pays, à l'endroit où Monseigneur m'a préposé, je jure que je ferai faire ma maison par autant de Mouchkénoum que Monseigneur m'en a affecté pour le travail de ma maison. Je jure que je ne ferai pas faire le travail de ma maison par les Mouchkénoum, en plus de ce à quoi j'ai droit. Alors, aucun de nos quatre gouverneurs n'a eu à se disculper d'un tel détournement de bien social, comme nous dirions aujourd'hui. En revanche, un de leurs collègues, Soumouradou, manifestement accusé de trahison au début du règne de Zimrilim, eut à prêter ce serment, donc le début du texte est cassé, « Si s'est enfui dans le pays et que je l'ai vu, et qu'il soit sous mon contrôle, ou bien si j'en ai entendu parler autour de moi et que je n'en ai pas informé Zimrilim, mon seigneur, si une tablette, bonne ou mauvaise, m'est arrivée d'un pays étranger ou bien d'un roi étranger sans que je l'ai montré à Zimrilim, mon seigneur, ou si j'ai fait envoyer ou bien envoyer une tablette à un roi étranger ou à un pays étranger, alors que ces dieux détruisent toute la race qui porte mon nom ainsi que ma descendance, que les Simalites voient l'annihilation par mon exemple et qu'ils disent « Zimrilim avait fait du bien à Soumouradou et Soumouradou s'est révolté contre lui », qu'ils disent ces propos de leur bouche, qu'ils détruisent ma descendance, qu'ils la fassent périr, que tel Dieu mette à mort mes fils et que le pays voit sa puissance. On a ici un bel exemple d'auto-malédiction. La semaine prochaine, nous étudierons
quelques militaires, en espérant que nous pourrons nous retrouver, puisqu'il y a 5 ans, c'était très exactement le début de la période de confinement. Je vous remercie de votre attention.